Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 21 février 2026 et notre cher ami Patrick Henningsen est avec nous. Bon retour parmi nous. Patrick. Ravi d'être avec vous, Steve. Veuillez cliquer sur le bouton J'aime et suivre Patrick sur son site 21st Century Wire. Et vous pouvez également le suivre sur patrickhenningsen.substack.com, sur sa page Substack également. Alors Patrick, laissez-moi commencer par ceci. Vous êtes allé récemment en Iran, et l'un des principaux objectifs, semble-t-il, de l'administration Trump avec ce vaste renforcement militaire dans la région, l'Asie occidentale, près de l'Iran, est, comme l'a rapporté le Washington Post, de mener une guerre limitée contre l'Iran, d'une manière qui pourrait conduire à un soi-disant changement de régime là-bas. Comment avez-vous trouvé l'Iran? Quelle a été votre expérience sur place? Et selon vous, dans quelle mesure cet objectif est-il réaliste pour l'administration Trump? Eh bien, j'ai appris énormément de choses lorsque j'étais en Iran la semaine dernière. Nous n'y sommes pas restés très longtemps. Nous n'avons pas pu obtenir plus qu'un court visa, principalement à cause de la situation. Il y a un risque qu'en cas d'attaque des États-Unis, l'espace aérien soit fermé. Les États-Unis pourraient frapper les aéroports, vous savez, ce qui clouerait les avions au sol et nous laisserait pratiquement bloqués là-bas. Donc, c'était une courte visite la semaine dernière, mais j'ai beaucoup appris. Je pense que la chose la plus importante, tant au niveau du gouvernement que de la société, c'est que le pays est prêt pour la guerre. C'est évident. Mais la vie quotidienne continue normalement. Quand vient le moment de se mobiliser, quand l'État doit faire ce qu'il a à faire et que le peuple doit faire ce qu'il a à faire, ils s'y mettent simplement et passent dans ce mode-là. Nous avons vu le mouvement de solidarité dans les rues pendant la fête nationale dès mon premier jour là-bas, avec environ 2,5 millions de personnes dans les rues de Téhéran et des millions d'autres à travers le pays, dans d'autres villes. Donc d'un point de vue sociétal, ils comprennent ce qui se passe et pourquoi cela se passe. C'est une guerre d'agression non déclarée menée par les États-Unis. Le fait est que si l'on y regarde de plus près, il y a eu un changement dans la position politique extérieure de l'Iran fondée sur les déclarations du ministre des Affaires étrangères. Il est très clair qu'il n'y aura pas d'échange limité et symbolique de frappe permettant à Trump de s'en tirer en disant « Nous avons remporté une victoire ici, nous avons anéanti leur programme nucléaire », comme il l'avait affirmé en juin. Bien sûr, ce n'était que du théâtre. Et Trump aimerait probablement une nouvelle dimension de genre, peut-être. Mais le plan A, ils ont déjà exécuté le plan A. C'est ce que les gens doivent comprendre. Le plan A, c'était en juin. Le plan A, c'était quand Israël a attaqué l'Iran par surprise, alors qu'ils étaient en pleine négociation sur ce prétendu problème nucléaire, qui n'en est pas vraiment un, sauf pour les États-Unis. Mais c'était ça, le plan A. C'était une frappe de décapitation menée par Israël, une déstabilisation interne du pays, l'affaiblissement et la neutralisation des défenses aériennes iraniennes et d'autres composantes militaires clés, afin d'adoucir le terrain pour une opération de changement de régime. Cela a échoué. Le plan B, fin décembre ou début janvier, comme vous le savez, consistait à détourner les manifestations économiques légitimes de la classe marchande. Mais cette crise économique a été déclenchée par le rétablissement des sanctions européennes et une attaque spéculative orchestrée contre le rial iranien, d'accord, afin de provoquer une dévaluation de la monnaie, un effondrement d'environ 40% avant Noël. Et cela a provoqué une tourmente économique qui a légitimement poussé les gens dans la rue, des personnes préoccupées par leur bien-être quotidien sur le plan économique, alors que le pays subissait des sanctions paralysantes. C'était donc le plan B. Et les émeutes ont suivi dans ce contexte.
Elles se sont greffées sur des manifestations légitimes, comme vous et nombre de vos invités l'avaient déjà souligné. Mais c'était le plan B. Ensuite, une frappe militaire devait suivre, et ils espéraient provoquer un soulèvement de masse en Iran. Non, je suis ici pour te dire, Nima, après avoir passé du temps en République islamique d'Iran, que le plan B était impossible. On ne peut pas provoquer un changement de régime. C'est ce que les Américains ne comprennent pas. C'est ce que la classe médiatique américaine ne comprend pas. Ce que les experts politiques et tous les commentateurs des groupes de réflexion qui interviennent sur ces chaînes ne comprennent pas, c'est que le gouvernement de Téhéran exerce son pouvoir avec le consentement du peuple. C'est une révolution islamique. C'est un gouvernement révolutionnaire et il bénéficie du consensus, de l'approbation et de la permission de gouverner de la part du peuple. C'est dans le titre Nima, il est écrit « République, République ». Chaque poste dans ce pays est démocratiquement élu, à l'exception du guide suprême, qui est choisi par un conseil d'experts. Mais chaque échelon du gouvernement national, régional et local est démocratique dans le cadre d'un système républicain, lequel est uni par sa propre structure constitutionnelle. Le problème que l'Occident a avec l'Iran, c'est que la composante religieuse est profondément ancrée dans tout cela, ce qui le rend unique en ce sens. Cela le rend aussi assez résilient, et c'est là tout le rôle du guide suprême. Il a une ligne directe avec le peuple. D'une certaine manière, il représente le peuple, la vie spirituelle, la vie philosophique de la population. Et en un sens, il incarne aussi une voix populiste du peuple. Mais leur populisme est différent du populisme occidental. Ils lui ressemblent, mais ils accordent la priorité aux aspects culturels, civilisationnels et religieux qu'ils souhaitent préserver, ainsi qu'à la dignité du peuple au sein de la population. C'est très important pour les Iraniens. Il n'y a aucune frappe militaire qui va changer le régime, comme ils l'appellent, en Iran. Cela n'arrivera pas. Ils pourraient essayer d'acheter les gouvernements régionaux avec des milliards de dollars, des valises remplies d'argent liquide, des diamants, de l'or, des crypto-monnaies, peu importe, pour tenter de provoquer des rébellions régionales ou des régions sécessionnistes afin de fragmenter le pays comme ils l'ont fait avec la Syrie. D'accord? Ils pourraient faire cela en introduisant de la violence et peut-être même une puissance militaire dure venue de l'extérieur. Mais cela ne mènera toujours pas à un soi-disant changement de régime à Téhéran. Parce que ce que j'ai vu, Nima, c'est que les gens ont réagi aux menaces des États-Unis et d'Israël par une solidarité massive à travers tout le pays. Plus on menace les Iraniens de cette manière, plus la société se soude. C'est ce que j'ai constaté. Donc, quel que soit leur plan, penser qu'ils peuvent effrayer la population au point qu'elle rejette tout ce qu'elle a construit au cours des 47 dernières années. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'opposition en Iran. Il y en a, absolument. Mais il existe une pluralité d'opinions et de points de vue, de la capitale Téhéran jusqu'à l'ensemble du pays. Et ils tolèrent le dialogue politique, le débat, l'opposition. Oui, ils le font. Comme tu le sais, Nima, tu as été récemment en Iran. Il y a beaucoup d'opposition sous différentes formes, à travers tout le spectre. C'est quelque chose d'acceptable en Iran. Ils ont une république. Ils ont une démocratie. Mais nous avons projeté sur ce pays, en Occident, notre propagande et nos mensonges absolus sur ce qu'est ce pays, sur ce qu'est son gouvernement. C'est dirigé par des mollahs. Ce n'est pas dirigé par des mollahs. C'est une révolution populaire. Ils en sont très fiers. Ils sont farouchement indépendants et farouchement attachés à la souveraineté nationale. Farouchement. Vous n'auriez pas survécu à 47 ans de sanctions. Surtout au cours des 10 à 15 dernières années, des sanctions paralysantes. Aucun pays, aucune société ne survivrait sans un ensemble de valeurs idéologiques et politiques très très solides,
partagé par l'immense majorité de la population, malgré les difficultés. Si un pays occidental subissait la pression économique et les sanctions que l'Iran endure depuis des années, il s'effondrerait en moins de 12 mois. Les gouvernements tomberaient. N'importe quel pays occidental. Il ne pourrait pas supporter cela. Ce serait tout simplement le chaos. Donc, le niveau de résilience, de détermination et aussi de solidarité, parce que les gens comprennent ce qu'ils ont accompli collectivement depuis 1969 en termes d'amélioration globale de la vie et des infrastructures. Il y a tant de choses qui ont été ajoutées et qui ont profité à la majorité de la population. Des choses qui n'existaient pas sous le régime monarchique fantoche soutenu par les États-Unis. Et malgré les difficultés économiques, la pression et l'embargo, ils veulent toujours poursuivre dans la même direction. C'est leur pays, c'est leur projet. Le peuple, le guide suprême et le gouvernement sont censés refléter la volonté du peuple. Et les gens comprennent qu'ils sont les victimes et les cibles d'une guerre économique menée par les États-Unis, Israël et les Européens, qui cherchent essentiellement à détruire toute nation indépendante sur le territoire de l'Iran. Ils veulent un État client, ils veulent le démilitariser, et ainsi de suite. Donc, pour en revenir à ta question initiale, Nima, quel est l'objectif des États-Unis? Est-ce que cela va simplement se traduire par une attaque après l'autre, chaque fois avec une nouvelle excuse pour justifier leurs actions et dire « Oh, le régime est mauvais ». Oh, le régime a fait ceci. Oh, le peuple iranien mérite bien mieux, disent Marco Rubio et ces gens-là. Ou qui d'autre dit cela? C'est Lindsey Graham. Ce n'est pas à nous de décider ce que le peuple iranien doit faire. Nous allons simplement les aider en les bombardant jusqu'à les réduire en miettes, à avoir un nouveau gouvernement. Je veux dire, c'est juste de la criminalité totale, de la folie pure. C'est une criminalité ouverte de la part des États-Unis. Je veux dire, si un général nazi pendant la Seconde Guerre mondiale s'était exprimé sur les ondes mondiales en disant les mêmes choses que Lindsey Graham, en parlant de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, de la Biélorussie et de la France, vous voyez, ce serait un scandale mondial, non? Mais c'est acceptable en Occident d'avoir ce genre de, droit international, normes et cadres. C'est du pur impérialisme et ils ne donnent même pas de raison à cela. C'est juste, nous allons le faire parce que nous le pouvons. Et c'est tout. C'est un peu là où nous en sommes aujourd'hui, Nima. Et d'un point de vue historique, c'est assez troublant, franchement. C'est tout ce que je peux dire. Ayant été étudiant en relations internationales, ayant étudié la diplomatie, et ayant examiné de près tous les différents cycles et itérations de guerre et de paix au cours des, disons, 150 dernières années. Je trouve cela sans précédent, franchement. Vous savez, ce que nous avons eu à la toute fin de la guerre de 12 jours, c'était une attaque américaine contre l'Iran, une attaque symbolique, puis la riposte est venue de l'armée iranienne. Il semble que l'Iran soit passé à autre chose. L'Iran ne considère pas que cela puisse de nouveau être l'un des dénouements possibles, l'une des issues à la situation actuelle, à l'escalade actuelle au Moyen-Orient. Parce qu'il semble, d'après ce que nous avons entendu d'un responsable iranien, que l'administration Trump leur ait dit « Laissez-nous faire la même chose. Vous allez répondre à cela. Et ensuite nous allons revenir en arrière. » Ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'Iran sait que ces cycles de guerre se reproduiront encore et encore s'il les laisse faire. Et ce qui se passe dans l'Iran d'aujourd'hui, comme vous l'avez mentionné, est quelque chose, vous savez, beaucoup de gens affirment que le pays est dirigé par des mollahs. C'est incroyable. C'est incroyable. Il faut comprendre qu'ils ne savent même pas, un tout petit peu,
un angstrom, de ce qui se passe en Iran. Je ne sais pas ce que nous pouvons faire pour les informer. J'essaie de faire de mon mieux, mais c'est impossible. Le niveau d'ignorance est si épais qu'on ne peut tout simplement pas le percer. Écoute, la raison pour laquelle je suis allé en Iran, Nima, est assez simple. Je n'y serais pas allé autrement. Je vais être honnête avec toi. J'ai vu le département d'État publier un avertissement de voyage la semaine avant mon départ, à la fin de cette semaine-là. Et il disait, « Si vous êtes en Iran et que vous êtes américain, partez maintenant. » Il disait, « Partez maintenant », avec un point d'exclamation. Et ils ajoutaient que si vous ne pouviez pas partir, cachez-vous dans un bâtiment, procurez-vous de la nourriture et de l'eau et assurez-vous que la batterie de votre téléphone portable soit chargée. En gros, cela voulait dire que si vous êtes américain en Iran, on va vous bombarder. Alors trouvez juste un bon endroit où vous cachez. Tu vois, c'est ça, le communiqué officiel du département d'État. Et c'est sur l'ambassade virtuelle d'Iran, ce qui est un peu une blague. Tu sais, c'est qu'un site web. Cela montre à quel point ce récit est fragile. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il fallait que j'aille en Iran. Je pense que c'est vraiment le moment d'y aller. J'en ai eu l'occasion. Alors j'ai demandé une accréditation là-bas. Comme toute la presse, il y avait des médias traditionnels qui faisaient des reportages absolument horribles, Nima, de Sky News et de la BBC. Je veux dire, je ne veux pas me lancer dans une comparaison de nos reportages, mais disons simplement que nous semblions observer deux réalités différentes, apparemment. Je ne sais pas où ils étaient, mais moi j'étais à Téhéran. J'ai vu des choses totalement différentes. J'y suis allé parce que je voulais être absolument certain que lorsque je parle aux gens de la situation, de la véritable situation, j'ai un peu plus de crédibilité, en pouvant dire que je l'ai vu de mes propres yeux. Je voulais voir quelle est la véritable situation politique dans ce pays, qui est à 180 degrés de ce que les médias politiques et grands publics occidentaux essaient de faire avaler à leur population de notre côté du rideau de fer, pour ainsi dire. Et en faisant cela, j'ai reçu un tel retour de bâton de la part de tous ces bas royalistes Pahlavi sur X, certaines des personnes les plus méchantes, cruelles et insultantes. Je veux dire, je pensais que les sionistes étaient terribles avec leurs attaques, mais après le 7 octobre, cette opération de propagande, la psyop pro-guerre iranienne, le récit pro-iranien de guerre contre l'Iran, c'est incroyable, le niveau de manipulation en cours. Ils ont dit, vous marchez sur le sang de 30 000 manifestants morts. Écoutez, nous avons rencontré le chef de la police du principal district touché pendant les émeutes là-bas, et il est très bien documenté quels sont les chiffres réels des morts, 3170 décès. Alors s'il y a 30 ou 50 000 manifestants morts, quels sont leurs noms et leurs identités? Comment peut-on faire de telles déclarations? Il y aurait des corps empilés comme des murs le long des rues de la ville. C'est une blague totale. Cela montre à quel point le public occidental est complètement endoctriné, au point de croire à la propagande d'atrocité la plus insensée et inventée, qui ne correspond même pas à la réalité physique. Ils avalent tout cela parce que, pour une raison ou une autre, cela fait du bien à certaines personnes. En Occident, ils se sentent bien en absorbant cette propagande, car cela les aide à se sentir moins coupables du fait que leur gouvernement mène une nouvelle guerre d'agression non déclarée. C'est aussi simple que cela. Conditionnement opérant classique. Dissonance cognitive classique. Nos gouvernements et nos médias, notre complexe militaro-industriel, ainsi que tous les aspects militarisés des grandes entreprises technologiques qui orientent ces discussions. Toute la propagande iranienne, tous les influenceurs payés des millions de dollars
pour dire « Trump, vous devez venir à la rescousse ». Le régime massacre des manifestants démocratiques dans la rue. C'était une opération à plusieurs millions de dollars. Des personnes comme Elon Musk ont utilisé X pour ouvrir l'algorithme et donner la priorité à toutes ces vidéos promouvant et réclamant la guerre contre l'Iran, diffusant des mensonges sur des massacres de manifestants démocratiques. Ces contenus ont été mis en avant sur les plus grandes plateformes de médias sociaux. Armes chimiques. À un moment donné, il parlait d'armes chimiques. Oui, et ces publications sont devenues virales, Nima, même si c'est un niveau de foutaise complet, total, je veux dire, difficile à comprendre. Mais elles sont prioritaires, elles obtiennent des millions de vues. Et toi et moi, même avec une analyse de terrain, nos tweets sont limités. D'accord, donc parmi tout cela, X est le pire contrevenant. Le X d'Elon Musk est devenu en gros un bras de l'armée. Et beaucoup de ces entreprises le sont aussi. Donc il est pro-guerre. Il facilite la guerre. Sa plateforme est privée. Elle facilite les opérations militaires. Et l'appareil d'information et de propagande étouffe la parole des journalistes indépendants qui s'opposent à cet agenda, tout en promouvant des mensonges et une propagande favorable à Israël, à la guerre et au point de vue néoconservateur. Je veux dire, tout le monde le sait. Je prêche des convaincus ici, Nima, surtout avec ton public. Mais nous devons continuer à nous le rappeler, car c'est ainsi qu'on fabrique le consentement à la guerre. La guerre ne pourrait pas avoir lieu autrement. Trump ne pourrait pas s'en tirer en faisant cela. Il n'y a aucune résistance de la part des démocrates à Washington. Il n'y a pratiquement pas d'opposition, à part une poignée de membres du Congrès consciencieux, comme peut-être Thomas Massie et Ro Khanna, un républicain et un démocrate. Tout le monde est mort de peur. Mais la moitié d'entre eux à Washington, même s'ils sont contre la guerre, croient que le régime iranien est, tu sais, la réincarnation d'Adolf Hitler, version islamique. Je veux dire, ils y croient vraiment, et ils croient à tous les mensonges qui ont été répétés sur Fox News. Je vois des responsables sur Fox News dire « Ce régime a abattu 30 000 personnes de sang-froid ». Vous savez, j'ai vu ça, c'est bouleversant. Et ce que j'ai vu a aussi été diffusé sur les médias nationaux iraniens, donc ce n'est pas un secret. Des policiers brûlés à mort, brûlés vifs. Pas un, pas deux, pas trois. J'en ai compté 8 dans les pièces à conviction présentées aux journalistes internationaux. Et une partie de cela a été montrée au public en Iran. Avez-vous vu l'une de ces images dans les médias occidentaux? Parce que les médias occidentaux pourraient y avoir accès simplement en rediffusant les images iraniennes. Je veux dire, des bus brûlés, des camions de pompiers, des ambulances, des cliniques médicales, des gens abattus. Il y a même eu une tentative de décapitation. Il existe une vidéo où on les voit battre des gens après les avoir incendiés. La police, une police non armée. Donc si cela se produisait dans n'importe quel pays occidental, que ferait le gouvernement en Grande-Bretagne ou aux États-Unis? Est-ce qu'il se contenterait de reculer et de dire, eh bien, laissons ces manifestants démocratiques, vous savez, continuer à brûler nos forces de police vives et à incendier nos hôpitaux, à brûler des mosquées, oui, des églises. Laissons-les exprimer leurs opinions démocratiques, leurs frustrations. Ce n'est pas comme ça que ça se passerait. Nous avons vu comment ça s'est passé. Même si vous êtes un simple passant innocent dans le Minnesota, vous pourriez être exécuté dans la rue par l'ICER. Voilà comment l'Amérique gère sa dissidence dans une démocratie. Et comme tu le sais, Nima, je n'ai pas besoin de te faire la leçon à ce sujet, car tu sais très bien que la relation entre la police et le public iranien repose sur le consentement. Les Bassidji et les gens comme eux viennent de ces mêmes communautés. Ils sont, d'une certaine manière, une sorte de force populaire. Ensuite, il y a différents niveaux d'application de la loi, mais ils existent avec le consentement des gouvernés.
pour maintenir la paix et l'ordre. Je veux dire, nous avons désormais en Occident un véritable État policier à bottes de fer, avec une surveillance totale, surveillance numérique, technosurveillance, intégrée à tous les niveaux. Nous sommes suivis à chaque pas que nous faisons. En fait, même avant de quitter notre maison, nous sommes déjà suivis. Ils n'ont pas ce système là-bas. Ils n'ont rien qui ressemble à un État sécuritaire, totalitaire et autoritaire, principalement dirigé contre nous, en Occident, contre le public, soi-disant pour lutter contre le terrorisme et assurer notre sécurité. Ils n'ont pas ça. Et voici un autre point. Nous les avons décrits comme une sorte d'État autoritaire. Mais ils sont sous menace. En ce moment même, ils sont sous menace. C'est un état d'urgence. Cet État ne peut pas se permettre de faire des sacrifices. Certaines choses doivent être mises de côté sur le plan social et politique pour se concentrer sur le fait que les États-Unis préparent une attaque militaire sans précédent contre le pays, tandis qu'Israël reste en arrière-plan. Et les États-Unis jouent cette comédie du bon et du mauvais flic avec Israël en public. Du genre, « Oh, nous ne sommes pas sûrs. Israël ne sait pas encore comment il va intervenir dans cette situation ou laisser les États-Unis le faire. » Non, non, ils travaillent ensemble. Ils agiront militairement ensemble en cas d'attaque. Je parie là-dessus sans hésiter. C'est un pari sûr, d'accord? Et ensuite, si cela se produit, les États-Unis et les médias occidentaux raconteront une belle histoire héroïque du genre. Oh, les courageux Israéliens sont venus avec les Américains. Et tout le monde applaudira sur Fox News en disant à quel point c'est courageux et merveilleux. Et les Britanniques s'en mêleront probablement aussi. Qui sait? D'habitude, ils arrivent, larguent quelques bombes, puis agitent l'Union Jack. Peut-être pas cette fois, car le gouvernement britannique a déclaré, publiquement du moins, qu'il n'allait pas autoriser l'utilisation de ces installations à Diego Garcia, par exemple, pour une attaque contre l'Iran. Je ne suis pas sûr d'y croire à 100%, mais c'est la position officielle. Donc, en résumé, Nima, c'est vraiment sans précédent à l'époque moderne. Un tel niveau de déploiement militaire, sans même un faux prétexte militaire pour le justifier. Pense au théâtre de l'Irak, au théâtre des ADM et à tout cela. Cela avait vraiment pris 1 an ou 2, voire plusieurs années en réalité, à se mettre en place avec les inspections d'armes. Tout un système est conçu pour amener progressivement le public à adhérer, pour au moins créer une sorte de récit superficiel qui semblait plausible à certaines personnes, selon lequel Saddam avait eu des armes de destruction massive par le passé. Il avait des armes chimiques. Il avait déjà utilisé des armes chimiques. Donc au moins, il y avait des preuves qu'il en avait eu à un moment donné, ce dont on l'a accusé, même s'ils n'en ont trouvé aucune après avoir attaqué, envahi et occupé l'Irak. L'Iran n'a pas d'armes nucléaires. Il n'y a aucune preuve qu'il en ait. L'évaluation du renseignement américain lui-même affirme qu'ils n'en ont pas. Alors, de quoi diable Donald Trump est-il en train de jacasser, sinon de simplement régurgiter mensonge après mensonge à ce sujet? Et ensuite, il se met à dire « Oh, ce sont les manifestants démocrates ». Ils doivent être libérés des mollahs. Et puis la semaine suivante, c'est non, c'est le programme de missiles. Ils ne peuvent pas avoir ces missiles. Ces missiles représentent une menace pour les troupes américaines dans la région. Donc l'Iran a garé son pays trop près de ses bases américaines, tu vois? Alors nous devons, tu vois, pourquoi quelqu'un se débarrasserait-il de sa dernière ligne de défense après ce qu'Israël a fait à la Syrie en 72 heures après la chute de Damas? Franchement, et ce qu'ils ont fait à la Libye, etc. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Pourquoi? Donc l'Iran, comme tu l'as dit, Nima, a tracé une ligne rouge. Ils ont établi une position de dissuasion. C'est très clair. Ils ont dit très clairement que toute frappe, même limitée, serait suivie de représailles contre toutes les cibles de leur choix.
les positions américaines dans la région et Israël. Et cela pourrait même inclure toutes les cibles concernées, y compris Diego Garcia, pour être tout à fait franc. C'est peut-être la raison pour laquelle les Britanniques ont fait cette déclaration. Et peut-être même que Chypre ne serait pas exclu. Car comme vous le savez, Chypre est l'un des points névralgiques des opérations visant à défendre Israël et à permettre, par exemple, aux avions israéliens de quitter Israël lors d'une salve de missiles. Depuis la base aérienne de Nevatim, ou quel que soit l'endroit où leur flotte est stationnée, ils essayent généralement d'exfiltrer et de mettre certains de leurs appareils en sécurité à Chypre, à la Haaf à Krotiri ou sur la base américaine qui s'y trouve, afin d'éviter de perdre davantage de moyens militaires en Israël en cas de riposte iranienne. Tout cela est envisageable. Donc vous savez, c'est un grand risque pour Trump, celui de transformer cela en guerre régionale. Quand je parle de guerre régionale, on parle, tu sais, de l'espace aérien de l'Irak, qui pourrait être contesté. L'Arabie saoudite, potentiellement la Jordanie, le Yémen sera impliqué, à 100% le Yémen sera impliqué. Donc l'Irak sera effectivement impliqué, au moins les Hachides seront mobilisés. Et puis tu as la Syrie dans une certaine mesure. Tu as tous les autres États du Golfe, les Émirats arabes unis, le Qatar. Tu as bien sûr potentiellement Chypre. Et il y a quelques autres pays que je n'ai pas mentionnés. L'Azerbaïdjan, le Kurdistan irakien. S'ils sont utilisés comme base de départ, ce qui j'en suis sûr sera probablement le cas, ou comme voie de vol ou d'infiltration vers l'Iran par la coalition des volontaires occidentales, n'est-ce pas? Donc ça fait 6-7 pays d'emblée, Nima. C'est une guerre régionale. Et je pense qu'à ce stade, on peut appeler cela une guerre mondiale. C'est une guerre mondiale à ce moment-là. Et qu'est-ce qui vient après? Vous êtes très proche de la Fédération de Russie, là. Vous êtes très proche de la Chine, là. Le Pakistan aura inévitablement un certain intérêt dans l'issue de tout cela, pour ses propres raisons. Donc je vois beaucoup de risques, Nima. Et je me demande quels sont les bénéfices pour les États-Unis. Quels sont exactement les bénéfices, à part une brève montée de dopamine pour le mouvement MAGA, pour tous les charlatans de Fox News, pour le lobby israélien, pour Mark Levin, et vous savez, pour une sorte de Lindsey Graham qui est actuellement dans un état d'extase. Le niveau d'excitation à voir des pays et des villes réduits en cendres en Iran a rendu Lindsey Graham complètement surexcité, cet absolu psychopathe de sénateur américain. C'est ça la récompense. Une montée de dopamine pour le complexe militaro-industriel et le lobby sioniste. Voilà tout. C'est ça le côté positif, Nima. Le côté négatif est bien trop vaste pour être énuméré. Et je ne parle même pas de la possibilité qu'une riposte iranienne soit perçue comme une grave, très grave, tu sais, transgression par l'Occident. Comment osent-ils, les Iraniens, frapper toutes nos bases militaires? Comment osent-ils couler nos navires dans le golfe d'Oman? Nous allons répondre avec une arme nucléaire tactique, ou peut-être une ogive stratégique, et leur donner une vraie leçon, leur montrer qui commande. Voilà à quoi se résume l'analyse de politique étrangère dans notre département d'État américain. Montrons-leur qui est le patron. C'est tout. Voilà l'état actuel des relations internationales. Pour moi, c'est un risque énorme, parce qu'une fois que cela commence, il est difficile de savoir où cela s'arrête. Et c'est bien là le problème. Et c'est notre responsabilité. Si nous étions des diplomates, si j'étais secrétaire d'État, mon rôle serait d'empêcher que cela se produise, pas de l'encourager. Le rôle du gouvernement américain n'est pas de créer des problèmes et des coûts. Et sans parler du fait que Nima, le détroit d'Ormuz, sera fermé. J'hésitais à dire si cela allait arriver ou non, jusqu'à ce que je voie les manœuvres cette semaine. Et oui, cela arrivera. Cela arrivera. Et cela entraînera une hausse immédiate des prix.
Regardez le Brent et les prix du pétrole au cours des dernières 24 heures. On voit déjà qu'ils bougent. Donc nous allons assister à cela. Cela signifie que l'inflation va augmenter. Eh bien, l'une des choses les plus faciles que l'Iran puisse faire, Patrick, c'est de fermer ou de détruire le détroit d'Ormuz. Exactement. Je ne sais pas comment trouver une solution. Désolé de t'avoir interrompu. Non, vas-y. Comment voyez-vous la manière dont les États arabes du Golfe Persique réagissent ou communiquent? Parce qu'il y a une sorte de calme, on ne voit pas grand-chose se passer en surface. Mais sous la surface, ils savent que si le détroit d'Ormuz est, vous savez, si l'Iran essaie de fermer le détroit d'Ormuz, cela affecterait non seulement l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar et tous ces pays, mais surtout l'économie mondiale en souffrirait énormément. Et si quelque chose arrive à l'Iran, l'Iran ne s'en soucie plus. Et les États-Unis, vous êtes allés en Iran. Laissez-moi vous poser une question, car beaucoup de gens aux États-Unis pensent qu'en envoyant beaucoup d'armes, ils peuvent créer une sorte de peur au sein de la société iranienne, ce qui pousserait le gouvernement à faire tout son possible pour s'entendre avec l'administration Trump. À mon avis, ce n'est pas le cas. Quelle est votre compréhension de cela? Les personnes que vous avez vues dans les rues en Iran, en train de manifester ou de sortir pour la fête de l'indépendance, avez-vous perçu chez elles une quelconque peur? Non. Je vais te le dire franchement, Nima. J'ai eu cette conversation avec des hommes et des femmes, mais j'en ai eu une plus directe encore avec certains universitaires. L'un d'eux en particulier, quelqu'un de très expérimenté en relations internationales. Il m'a dit, bien sûr que nous n'avons pas peur, parce que nous reconnaissons tous que l'histoire nous a conduits à ce moment, et que nous devons prendre position ici. Sinon, c'est un moment existentiel pour notre pays et notre peuple, pour notre fierté nationale, notre dignité et notre avenir. Nous n'allons pas devenir une colonie des États-Unis et d'Israël, point final. Cela n'arrivera tout simplement pas. Nous n'avons pas peur de mourir. Et le concept de martyr dans ce pays, dans cette culture, est très différent de celui d'autres cultures. Vous savez, on aime présenter l'idée que si quelqu'un veut atteindre le martyr dans sa vie, cela fait de lui un terroriste. C'est la traduction occidentale d'ailleurs, la traduction occidentale populaire. À nos yeux d'occidentaux, en tant que puissance hégémonique, nous n'avons pas besoin de risquer nos vies pour nous défendre contre une menace existentielle, car personne ne peut nous envahir de l'extérieur. Nous sommes presque imperméables à une attaque militaire. Donc nous n'avons aucune notion du fait qu'il faille. Enfin, vous savez, nous sommes déployés à l'étranger, mais ce n'est pas pour protéger l'Amérique. C'est pour protéger les intérêts des entreprises américaines. D'accord? Mais la propagande, c'est « Oh, nous nous battons pour la liberté. Nous nous battons pour la liberté en Irak, pour les valeurs américaines et pour les maintenir là-bas. Nous allons les combattre là-bas pour qu'ils ne viennent pas ici. » Voilà la ligne de propagande de base. Et ça fonctionne pour un certain pourcentage de la population. Mais ils ne comprennent pas que le plus haut niveau d'accomplissement dans cette situation, dans la vie, c'est de mourir en protégeant son peuple, son pays, ses valeurs. Vous savez, la révolution islamique ne concerne pas seulement l'islam en tant que religion. C'est véritablement une révolution de la dignité. Et c'est véritablement une révolution où ils essayent de construire un pays, une société, une économie et une civilisation qui reflètent certaines valeurs. Et parmi ces valeurs se trouve l'idée qu'il faut défendre les opprimés. Il faut défendre les opprimés. C'est un concept tellement étranger, et c'est pourquoi ils défendent les Palestiniens.
C'est aussi pour cela que l'Iran est une grande cible, parce que c'est le seul pays de la région qui fera quoi que ce soit pour les Palestiniens, à part le gouvernement syrien. Ils ne sont plus là. Et à part un acteur non étatique, le Hezbollah, que les États-Unis et Israël essaient actuellement de désarmer. Et c'est tout. Il n'y a personne d'autre. L'Égypte ne va pas lever le petit doigt pour les Palestiniens. Les Jordaniens sont complètement, vous savez, menottés et totalement soumis aux États-Unis, aux Britanniques et aux Israéliens. Mais l'Iran ne l'est pas, voyez-vous. Et c'est là la différence. C'est pratiquement un mandat constitutionnel pour eux de venir en aide à quiconque a besoin d'aide dans le monde. Pas seulement dans la région, dans le monde entier. Et c'est un concept tellement étranger pour quiconque en Occident. Penser qu'un pays ou un gouvernement puisse avoir cela inscrit dans sa politique nationale. En 2026, c'est tout simplement impensable, tu vois? Pourquoi quelqu'un ferait-il cela? Et le faire sincèrement, c'est un pays outsider. Ils ne le font pas en tant que puissance hégémonique, donc ce n'est pas de la propagande. C'est, tu sais, quand ils regardent la situation à Cuba, les Iraniens se disent simplement « c'est une grave injustice ». Comment peut-on affamer tout un pays de carburant et tenter de l'étouffer jusqu'à la soumission? C'est un crime de guerre. C'est un crime contre l'humanité. Et normalement, si l'Iran n'était pas sous sanction et n'était pas dans cette position, ils seraient les premiers à arriver avec des pétroliers ouvrant un corridor humanitaire vers la Havane. Point final. Mais ils ne le peuvent pas, et le Venezuela non plus. Maintenant, vous pouvez voir les États-Unis, leur véritable stratégie. La véritable stratégie des États-Unis pendant ces 12 mois de Trump consiste à imposer un embargo, à couper, à décapiter, à réprimer tout pays qui tente de coopérer avec un autre pour lui venir en aide. Voilà l'agenda des États-Unis. Le Venezuela, l'opération a été menée pour qu'ils ne puissent pas aider Cuba. Et maintenant, ils font à Cuba ce que nous redoutions. Ils ont entravé et limité la Russie avec l'Ukraine et maintenant l'Iran. Et la Syrie n'existe plus en tant que pays, et la Libye non plus. La Libye jouait un rôle très important dans le mouvement des non-alignés, comme vous le savez, ainsi que dans le panafricanisme et le nationalisme arabe. Ils ont disparu. Alors, que reste-t-il? Qui viendra en aide aux opprimés? Et je dis cela. Je ne le dis pas d'un point de vue idéologique de gauche. Je dis simplement que d'un point de vue purement relations internationales et bien-être humain, Nima, ce qu'ils font à Cuba est inacceptable. Cuba n'a rien fait aux États-Unis. Cuba n'a jamais attaqué les États-Unis. Les États-Unis ont désormais juré de détruire le pays, d'affamer son peuple et de l'affaiblir au point de pouvoir l'envahir. Le plan américain est d'envahir militairement Cuba. Ils attendent simplement le moment opportun pour le faire. Donc, franchement, j'ai du mal à croire que nous ayons reculé de 50, 60, voire 100 ans aux États-Unis. C'est comme le plus grand moment de régression de l'histoire du pays. On voit littéralement l'Empire s'effondrer sur lui-même. Et je ne sais pas ce qu'il faudrait pour changer l'opinion publique à ce sujet en Amérique. Peut-être quelques porte-avions américains coulés. Et ne crois pas que l'Iran n'ait pas la capacité de frapper des actifs navals. Et nous pouvons parler de cette conversation parce que, vous savez, j'ai beaucoup appris sur leur programme de missiles, son efficacité, et sur leur programme spatial. L'Iran possède des technologies propriétaires. Leur technologie de missiles hypersoniques est développée localement. Ils ont leur propre système satellitaire, réseau, liaison montante, leur propre système GPS équivalent qu'ils utilisent, ainsi que le système chinois, le système Beidou. Mais tout cela est développé en Iran, entièrement. Ils disposent d'armes hypersoniques capables de frapper des cibles mobiles, comme des navires. Ont-ils utilisé tout ce qu'ils possèdent? Non, ils ne l'ont pas fait. Ce qui a été utilisé en juin datait de 5 ou 6 ans. Ils n'ont pas utilisé leurs missiles de première génération.
tout comme les États-Unis, n'utilisent pas leur technologie de première génération lorsqu'ils la fournissent à l'Ukraine pour combattre la Russie, pour des raisons de sécurité et afin de conserver un avantage. Aucun pays n'utilisera sa technologie militaire ou ses systèmes radars les plus récents et les plus perfectionnés, sauf en tout dernier recours. Car une fois que l'on passe à l'action sur le terrain, une fois que le radar émet un signal, toute une série d'événements se déclenche, permettant à l'adversaire de trianguler ou de trouver un moyen de contourner la défense aérienne ou la technologie de missiles la plus récente. Ainsi, tous les pays adoptent cette stratégie consistant à retenir leur dernière génération d'équipements. Les États-Unis ne vendent pas la technologie la plus avancée du F-35 aux pays auxquels ils vendent des F-35. Ils reçoivent en quelque sorte les modèles de série. Et l'Iran fait de même. Ils n'ont pas encore montré toute leur capacité technologique. Ils ont bel et bien la capacité d'infliger de sérieux dégâts à la marine américaine, et cela sur plusieurs plans différents. Surface à navire, sous-marin, mer à navire. De nombreuses façons différentes de cibler les actifs navals américains. Ils pourraient probablement vider la majeure partie de leur stock de défense aérienne sur l'ensemble de nos navires en quelques jours seulement, simplement en les submergeant de drones. Les États-Unis n'ont pas cette capacité. L'Iran, si. Ils sont dans leur propre arrière-cour. Donc encore une fois, pour revenir à notre point de départ, Nima, beaucoup de risques pour les États-Unis. Où sont les avantages? Où sont les avantages? Je ne les vois pas. Patrick, comment vois-tu la coopération entre l'Iran, la Russie et la Chine? Parce que d'un côté, comme je l'ai constaté lorsque j'étais en Iran, ils n'ont pas vraiment besoin de la Russie ou de la Chine physiquement sur le terrain pour les aider. Ils disposent déjà de tout ce dont ils ont besoin pour répondre aux États-Unis. Mais au-delà de cela, comment perçois-tu la nature de la coopération entre l'Iran, la Russie et la Chine en ce qui concerne leur système de défense aérienne, leurs radars et toutes les informations qu'ils peuvent partager avec l'Iran, ce qui pourrait être crucial dans une guerre potentielle entre l'Iran et les États-Unis? Quelle est ta compréhension de cela? What is your understanding of that? Je comprends, d'après mes conversations à ce sujet en Iran, que je n'ai ressenti ni entendu aucun signe de désespoir, ni aucun besoin de soutien russe ou chinois. Cela ne faisait tout simplement pas partie de la discussion. Les gens en Occident, surtout aux États-Unis, doivent le comprendre. J'entends beaucoup d'experts occidentaux dire « Oh, comment l'Iran a-t-il pu obtenir toute cette technologie de missiles hypersoniques ?» La dernière génération approche de Mach 20. C'est la toute dernière. Vous avez vu le Mach 10 lors des dernières opérations True Promise. D'où cela vient-il? L'ont-ils obtenu des Russes? Ils ont forcément obtenu cela des Russes. Non, tout est produit localement, et ils sont très fiers de leur complexe militaro-industriel national. C'est un exemple parfait, Nima. Regarde qui achète du matériel de défense aux États-Unis. Regarde comment la Turquie a dû se plier en quatre pour faire partie du programme F-35, avec des avions de chasse pilotés. Et regarde ce que cela coûte à ces pays individuellement. Tu sais, la Finlande a pratiquement vidé son trésor pour disposer d'une flotte de F-35 afin de combattre la Russie, alors que la Russie pourrait probablement raser toutes les bases aériennes finlandaises en 24 heures avec une salve de missiles Kinzhal. Et ce serait la fin de la flotte de F-35. C'est donc intéressant. Pourquoi l'Iran n'a-t-il pas acheté de chasseurs Sukhoi de 5e génération à la Russie? Il devrait avoir une flotte de ces avions de chasse de dernière génération. Je veux dire, Mission Impossible. À Hollywood, le dernier film Mission Impossible,
nous montraient des chasseurs iraniens de 5e génération. C'est l'Amérique qui projette ses doctrines militaires sur le public, Hollywood et d'autres pays. Donc l'Iran, premièrement, n'avait pas l'argent. Ils ont été contraints d'investir dans 2 domaines. Le premier, la technologie des drones. Le second, la défense antimissile. Et le troisième, la défense aérienne. Les 3 sont des systèmes nationaux. Oui, ils ont appris. Ils ont rétroconçu des drones américains qu'ils ont capturés et fait atterrir en parfait état d'ailleurs. Ils ont intercepté les transmissions entre les Global Hawks américains et les satellites américains, les ont fait atterrir et l'ont fait à plusieurs reprises. Mais tout est produit localement. Ils sont donc fiers de leurs décisions et de leur clairvoyance, qui ont consisté à comprendre que l'avenir de la guerre ne repose pas sur des avions de chasse pilotés pour la défense. Maintenant, si l'Iran était une puissance impériale et hégémonique, il lui faudrait bien sûr des porte-avions, et il faudrait un soutien pour cela. Il faudrait des flottes de sous-marins pour soutenir les porte-avions, et ainsi de suite. Toutes les différentes couches de soutien nécessaires à une mission navale. Et pour les avions pilotés, il faudrait des systèmes de défense aérienne très sophistiqués, mobiles et mondiaux. Il faudrait aussi des bases partout dans le monde. Ils n'ont donc besoin de rien de tout cela. Leur priorité a vraiment été de défendre le pays et d'établir une dissuasion régionale. Et je dirais qu'ils ont été efficaces, aussi efficaces qu'on peut l'être. Si les gens savaient combien ils dépensent par missile hypersonique comparé à ce que les États-Unis dépenseraient, ou même pour un missile de croisière. L'Iran dispose de sa propre gamme de missiles de type Tomahawk. Les gens ne se rendent pas compte que leur version coûte probablement environ 1/100 d'un missile Tomahawk américain. Et ils parviennent à financer cela avec très peu d'argent. Cela nous ramène à la rhétorique politique. La propagande aux États-Unis qui dit « Oh, le régime doit tomber parce qu'il dépense tout son argent en armes au lieu de nourrir son peuple. » Et cela alors qu'ils sont étouffés sous les sanctions américaines. Les politiciens américains ont le culot de faire de telles déclarations. Mais bref, si les Américains savaient combien l'Iran paye pour un missile de croisière comparé à ce que le contribuable américain paie pour le même type d'armes, ce serait tout simplement incroyable. Ils font donc avec les moyens dont ils disposent. Ils ont tout conçu en fonction de ce qui est économiquement efficace pour leurs besoins et tout est produit localement. C'est pour cela qu'Israël tente d'assassiner leurs ingénieurs et leurs scientifiques. Et ils pensent, et voici l'autre point, j'ai posé cette question à un ancien chef de département d'une grande université. Et j'ai dit, quand Israël prend pour cible vos scientifiques nucléaires, cela doit avoir un effet glaçant sur Israël. Quel étudiant voudrait se lancer dans l'ingénierie, l'avionique ou la physique nucléaire s'il risque d'être tué? Il a répondu que tout ce que cela avait fait, c'était d'allonger la file d'attente des étudiants cherchant à entrer dans ces domaines, car ce serait l'objectif ultime. Leur accomplissement, c'est d'être martyrs pour le pays, en défense du pays, en essayant, vous savez, de développer la technologie la plus avancée pour le protéger. Ils n'ont pas peur. Les jeunes n'ont pas peur. Les adultes n'ont pas peur. L'armée n'a pas peur. Ils n'ont pas peur. Tout ce que l'Occident et Israël ont fait, c'est galvaniser la détermination de l'Iran, lui faire savoir qu'il a agi correctement. Ils sont sur la bonne voie pour défendre leur pays et faire tout ce qu'ils peuvent pour sécuriser leurs frontières face à une attaque des États-Unis ou d'Israël. Point final. Et les pays arabes de la région. J'ai simplement le sentiment instinctif que le comportement d'Israël au cours des 2 dernières années a modifié l'opinion des Arabes du Golfe. Non pas en faveur de l'Iran, mais d'une manière un peu plus sympathique à son égard, dans le sens où ils ne considèrent plus l'Iran comme une menace régionale.
Ils voient les États-Unis et Israël comme les principales menaces régionales. Et ils savent que l'Iran respectera la réciprocité lorsqu'il s'agira d'échanges d'actes agressifs entre pays. En d'autres termes, si les États-Unis attaquent l'Iran, ils ont déjà annoncé qu'ils frapperaient les bases américaines en Arabie Saoudite, au Koweït, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis et au Qatar, etc. Et c'est très clair. C'est une condition explicite qui a été posée. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc si cela se produit, aucun État du Golfe ne pourra lever la main et dire « Pourquoi les Iraniens envoient-ils des missiles sur notre territoire ?» Et si l'Iran estime que l'Arabie saoudite fournit du carburant aux avions-citernes américains, ils frapperont la première installation d'Aramco à proximité. Alors pourquoi les États du Golfe voudraient-ils s'impliquer là-dedans pour soutenir une guerre d'agression, une guerre de choix menée par les États-Unis et Israël, une guerre non provoquée? Guerre d'agression. Pourquoi la soutiendraient-ils? Ils font donc des déclarations du type « Nous n'autorisons pas l'utilisation de notre espace aérien par les États-Unis ou Israël dans une attaque contre l'Iran, parce qu'ils essayent de se protéger contre une riposte iranienne sur leur territoire. » Rien que cela représente un changement considérable. Cela modifie également de manière radicale l'équation au Yémen. On peut voir la rivalité entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, et le Yémen constitue une fracture majeure dans cette divergence d'intérêts. Toute la solidarité qu'ils affichaient il y a 10 ans, en participant à cette guerre par procuration menée par les États-Unis pour diviser le Yémen, piller ses ressources dans le sud et à terme détruire le mouvement Ansar Allah, tout cela s'affaiblit et s'effiloche. Donc, les États-Unis ont déjà joué toutes leurs cartes sur ce sujet, tout comme Israël l'a fait à l'échelle régionale. Les États-Unis peuvent-ils vraiment se permettre de mener une guerre sur 3 fronts au Moyen-Orient? Parce que c'est ce qui va se passer. Ils devraient combattre en Irak, au Yémen, en Iran et probablement contre le Hezbollah si la situation continue dans la direction qu'elle semble prendre. C'est une réelle possibilité. Et si cela arrive, il n'y a aucun moyen pour les États-Unis ou Israël de gérer cela. Ils n'en sortiront pas gagnants. Ils en sortiront gravement affaiblis, probablement à un point où ils ne pourront jamais retrouver la position qu'ils occupaient autrefois. Je parle des États-Unis et d'Israël. Ils risquent tout cela, Nima, en poursuivant dans cette voie. Alors, vous savez, il y a des joueurs à Washington. Peut-être qu'ils sont prêts à tenter leur chance sur ce coup-là. Israël, de toute évidence, est désespéré. Netanyahou est prêt à tenter sa chance. Mais jusqu'à quel point sont-ils vraiment prêts à le faire? Ils doivent réfléchir à ce qui est en jeu ici. Je pense que cela pèse encore lourdement sur l'esprit de certaines personnes à Washington, peut-être même dans le cercle de Trump, et aussi en Israël. Des suppositions erronées, une sous-estimation de l'Iran, un manque d'écoute, le fait de ne pas tenir compte des 3 derniers échanges entre Israël et l'Iran, et cette idée délirante selon laquelle les Iraniens se soumettraient simplement aux menaces américaines. Je ne pense pas que cela arrivera. Malheureusement pour tout le monde, si cela se poursuit, oui, il y aura, je pense, une guerre très laide, ou peut-être une série de vagues de guerre qui va encore davantage dévaster la région. Mais cela va aussi à terme ruiner la présence américaine là-bas, et je pense que cela affaiblira également Israël. Donc il y a, disons, beaucoup de risques potentiels. La question nucléaire plane en arrière-plan, Nima, car si les États-Unis et Israël ne peuvent pas remporter une guerre conventionnelle de manière décisive, ils sortiront leur carte nucléaire pour en quelque sorte mettre un terme aux choses. Nous approchons vraiment de cette période qui est, dans l'ère nucléaire, probablement la plus dangereuse que nous ayons connue jusqu'à présent.
pas à cause de ce que l'Iran ferait, mais à cause de ce que les États-Unis et Israël feraient pour maintenir leur position dominante. Il est certain que la Chine doit observer cela de près. Je suis sûr que la Russie s'en inquiète également. Le Pakistan et l'Inde seraient aussi préoccupés. Peut-être que cela créera une sorte d'impératif diplomatique qui pourrait intervenir au dernier moment. Il y a encore une chance pour cela. Mais tout indique, Nima, qu'avec le niveau de renforcement militaire des États-Unis et les attentes qui ont été préparées par l'administration Trump, il a exercé une telle pression sur le gouvernement américain pour qu'il fasse la guerre. Et il mise tout son héritage là-dessus, sur ce moment précis. Je ne sais pas si Trump le fait. Je ne pense pas qu'il soit assez fort en tant qu'individu pour résister à ce genre de pression. Et vous savez, l'establishment est devenu tellement enhardi et puissant que si Donald Trump prenait peur au dernier moment, eh bien, il serait lui-même écarté pour laisser la place à la guerre. C'est aussi une possibilité. Retenez bien mes paroles d'ailleurs, car je ne négligerai pas cette hypothèse. Vu tout ce qui est en jeu, et quand on considère les acteurs impliqués, Donald Trump pourrait aussi être écarté s'il n'arrive pas à franchir la ligne d'arrivée. Alors notez bien cela pour l'avenir, si nous avons la chance d'être encore là autour de Trump. Collectivement, en tant que civilisation à ce rythme, oui, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Ce qui me paraît évident, Patrick, c'est que les Israéliens, je pense, ont décidé que cette guerre ne serait pas la leur. Ce sera une guerre entre l'Iran et les États-Unis. Ce serait le meilleur scénario pour les Israéliens, et ils seraient plus qu'heureux d'avoir ce type de guerre entre l'Iran et les États-Unis. Netanyahou atteindrait enfin l'objectif ultime. Le principal but de son gouvernement, une guerre entre l'Iran et les États-Unis. Mais je ne pense pas que l'Iran tombera dans ce piège. L'Iran frapperait Israël d'une manière qu'Israël n'a jamais connue auparavant. Il ne resterait plus d'État viable en Israël après une guerre avec l'Iran, à mon avis. Je ne sais pas à quel point cela est sérieusement envisagé par le gouvernement Netanyahou, mais cela arriverait. Cela arrivera, selon moi. Oui, je veux dire, le danger ici, c'est qu'on ne parle pas seulement de deux acteurs étatiques, les États-Unis et l'Iran. C'est un trio, d'accord? Israël va toujours se caler sur les États-Unis, sur la dissuasion américaine, sur la puissance américaine. Et ils saisiront les occasions qui se présentent pour agir et essayer de faire ce qu'ils veulent faire. Ainsi, l'Iran pourrait infliger des dégâts aux États-Unis, et si les États-Unis se retrouvent quelque peu, disons, affaiblis à la suite de cela, ils donneraient presque certainement le feu vert à Israël pour compenser ou pour intervenir et mener certaines opérations. Et à ce moment-là, peut-être qu'ils estiment qu'ils ont toujours une carte de force écrasante à jouer, ce qui leur permet de faire à peu près ce qu'ils veulent sur le plan conventionnel, ou du moins d'essayer. Mais les États-Unis n'ont pas un contrôle total sur Israël et sur ce qu'ils décident de faire. Parce qu'une fois que les États-Unis sont blessés, une fois que le Gerald Ford fume et coule dans le golfe d'Oman ou ailleurs, ou qu'un grand navire de guerre américain, ou peut-être un navire de communication comme on en a vu pendant la guerre Iran-Irak, Nima. Une fois que ces images sont diffusées dans le monde entier, cela donne en quelque sorte à Israël le feu vert pour, tu sais, faire à peu près tout, en toute impunité. Parce qu'à ce moment-là, il bénéficie du soutien total de la presse américaine, de la population et du gouvernement, puisque quelqu'un a osé, tu sais, riposter contre les États-Unis. Et tu sais, la marine américaine est comme une institution religieuse. Ce sont comme des cathédrales flottantes. C'est ce que sont les porte-avions, des cathédrales. C'est une cathédrale du saint complexe militaro-industriel.
Et si elle est en train de couler, ou disons de fumer, et que des marins quittent le navire sur des radeaux de sauvetage ou autres, c'est en gros l'équivalent du Vatican en flammes pour la culture et la société militarisée des États-Unis. Cela provoque une réaction viscérale et émotionnelle dans la psyché et le public américain. Et c'est à peu près un feu vert pour que le gouvernement fasse ce qu'il veut à ce moment-là, y compris, très franchement, commettre un génocide, compte tenu du niveau d'hystérie actuel. Et ce qu'Israël a fait au cours des 3 dernières années, c'est supprimer toute attente de retenue lorsqu'il s'agit de viser des civils. Il n'y a donc plus de limite au nombre de morts civiles en Occident qui pourraient susciter une quelconque réaction du public. Au moins, ce ne sont pas des morts arabes, peut-être des morts de blancs européens. Il y a une limite. Mais pas, eh bien, voyez l'indignation face à l'Ukraine. La Russie n'a pas, je veux dire, le nombre de civils tués dans le conflit Ukraine-Russie, proportionnellement, compte tenu de l'ampleur de la guerre militaire conventionnelle qui est menée, je pense que c'est le plus faible de l'histoire moderne. C'est le plus bas de l'histoire moderne. Et regardez l'indignation. À quel point ils ont sanctionné et mis la Russie sous embargo, l'ont annulé de tout, ont supprimé les médias russes. Même parler à un Russe est considéré comme une sorte d'acte de trahison du point de vue occidental. Et ensuite, regardez ce qu'Israël a fait en massacrant des civils sans défense sous occupation. Aucune indignation publique, aucune censure, aucune retenue. Personne ne viendrait les maîtriser. Donc, si des populations civiles étaient visées en Iran lors d'une campagne aérienne, de missiles ou même d'une campagne nucléaire limitée, quel serait le niveau d'indignation publique en Occident? J'oserais dire, peut-être pas beaucoup, car on les considérerait sans doute de la même manière que les Palestiniens ont été considérés, comme une population soutenant le terrorisme. Comme s'il n'y avait plus d'enfants innocents à Gaza, puisqu'ils sont tous censés devenir des terroristes qui attaqueront l'Occident. C'est cet instinct animal de base, ce conditionnement opérant, qui domine en Occident, après un lavage de cerveau et une propagande constante. Il transférerait probablement cette même attitude envers l'Iran. Cela donne donc à Israël et aux États-Unis une assez grande marge de manœuvre sur le plan militaire, car l'une des seules règles en matière de guerre conventionnelle ou de guerre tout court est cette sorte d'interdiction, si l'on peut dire, de viser massivement des civils. C'est toujours perçu comme quelque chose que la plupart des pays, même les puissances hégémoniques, cherchent à éviter afin de préserver leur légitimité sur la scène internationale et d'échapper à la condamnation mondiale, etc. Mais je ne pense pas que ce sentiment de honte existe actuellement en Israël. Cela ne les retiendra pas. La menace d'une condamnation internationale ne retiendra pas Israël. Et je ne pense pas qu'elle retiendra non plus les États-Unis. Je crois qu'il y a des gens à Washington qui veulent participer à cette dynamique. Ils veulent augmenter le nombre de victimes civiles pour pouvoir en quelque sorte se féliciter entre eux. Nous entendons ces gens parler, Nima. Ils considèrent les morts civiles, femmes, enfants, jeunes hommes à Gaza, comme une manière de détruire la future génération de terroristes du Hamas. C'est ainsi qu'ils justifient ce qu'ils ont fait. Très naturellement. C'est très courant, surtout dans les médias israéliens et dans la rue en Israël. Il existe d'innombrables vidéos sur les réseaux sociaux qui attestent de ce fait absolu. Voilà donc l'attitude générale en ce moment, et je dirais qu'elle est très différente de celle d'il y a 20, 30, 40 ou 50 ans. Et nous voyons cela s'infiltrer maintenant en Occident, cette totale indifférence envers la vie humaine, et tout est perçu comme un moyen d'éliminer la soi-disant menace islamique. Ils ont tellement diabolisé l'Iran par la propagande que je crois que le but est de justifier des pertes massives causées par Israël et les États-Unis.
Je pense que c'est l'objectif ultime. C'est pourquoi nous travaillons si dur pour contrer cette propagande. C'est pourquoi nous réfutons toutes ces affirmations. C'est pourquoi nous essayons d'éduquer les gens, nos publics, parce que nous savons à quel point cette propagande est dangereuse. Nous savons que sa raison d'être est de préparer le terrain à des atrocités massives, à des violations massives et à des crimes contre l'humanité. C'est le but de la propagande. Nous l'avons vu après le 7 octobre, avec les mensonges diffusés par Israël. Et puis nous avons vu à nouveau, de manière horrifiante, que nous avons ressenti la même chose avec ces faux rapports affirmant que 50 000 manifestants avaient été massacrés à Téhéran. Nous savons à quoi cela sert. Nous venons de voir comment ce genre de choses est mis en œuvre dans un contexte militaire après le génocide à Gaza. Nous le savons. Et cela vient exactement des mêmes sources. Exactement les mêmes sources. C'est donc le défi actuel. En tant que travailleur des médias, journaliste, analyste, c'est selon moi le mieux que nous puissions faire. Nous n'allons pas dissuader les va-t-en-guerre, ni les convaincre que les jouets coûteux qu'ils possèdent ne fonctionneront pas. Cela n'arrivera probablement pas. Mais sur le front de l'information et de la propagande, nous devons continuer à démystifier tous ces mensonges et à montrer la réalité de la situation, surtout dans un pays comme l'Iran, afin de retirer ce genre de... La propagande, c'est en quelque sorte la graisse qui fait tourner les rouages de la guerre, en somme. Nous devons supprimer cela. Et cela ralentit considérablement les rouages de la guerre. Cela rend plus difficile pour eux de justifier les actions qu'ils pensent entreprendre, en l'occurrence contre un pays comme l'Iran. Et enfin, vous savez, il y a 90 millions de personnes dans ce pays. Elles méritent de mener une vie normale, une vie digne. Elles ne méritent pas d'être sous sanction. Elles ne méritent certainement pas d'être bombardées jusqu'à l'âge de pierre. Elles méritent d'avoir une armée nationale et une défense pour se protéger contre les acteurs agressifs de la région. Elles en ont le droit. L'Iran a le droit de se défendre. L'Iran a le droit de se défendre. Pourquoi n'en aurait-il pas le droit? Voilà donc quelques-uns des défis auxquels nous sommes confrontés ici. Et cela pourrait se produire à tout moment, Nima. Pendant que ce podcast est diffusé, les États-Unis pourraient entrer en guerre. Je ne sais pas quoi. Oui. Merci beaucoup, Patrick. C'est toujours un grand plaisir de parler avec toi. Il était vraiment important pour notre public d'entendre ta compréhension de ce qui s'est passé en Iran et ton expérience là-bas. Cela leur a été extrêmement précieux. Merci infiniment. Avec plaisir, Nima. Merci beaucoup.